Bonjour et bienvenue dans le chapitre 6 de votre livre intitulé Évolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire. Dans ce chapitre, nous allons commencer par rappeler la composition du noyau d'un atome avec la notion d'isotope. Nous verrons ensuite les différents types de désintégration radioactive avec les lois de conservation qui doivent être vérifiées dans l'écriture d'une réaction. Le troisième paragraphe portera sur la loi de décroissance radioactive qui fait intervenir une équation différentielle dont la solution est une exponentielle décroissante. Cela permettra d'introduire le temps de demi-vie radioactive et l'activité d'un noyau radioactif. Nous terminerons par des applications de la radioactivité pour la datation et dans le domaine médical. Premièrement, le noyau de l'atome. On rappelle que le noyau de l'atome est constitué de protons et de neutrons. Le nombre de protons est noté Z, il est noté en bas à gauche du symbole de l'élément chimique, on l'appelle encore le numéro atomique ou le nombre de charges, il permet d'identifier l'élément chimique, par exemple tout ce qui est Z égale à 1 correspond à l'élément hydrogène. En haut à gauche, que l'on va noter A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre total de particules qui sont présentes dans le noyau, protons plus neutrons, qu'on appelle encore le nombre de masse. Les atomes d'un même élément chimique ont le même nombre de protons, mais ils peuvent avoir un nombre de neutrons différents. On parle alors d'isotopes. Alors ici, ce sont trois isotopes de l'élément hydrogène. On voit qu'ils ont bien tous un seul proton dans le noyau, mais pour le premier exemple, il n'y a pas de neutrons, donc une seule particule dans le noyau, il s'agit du proton. Dans le cas du deuxième exemple, il y a deux particules dans le noyau, un proton et un neutron. Il s'agit du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Et pour le dernier exemple, un proton et deux neutrons, soit trois particules dans le noyau. Il s'agit du tritium, qui, lui, est encore un isotope de l'hydrogène. Deuxièmement, la radioactivité. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, les éléments peuvent présenter différents isotopes dont certains sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils sont instables. Il existe près de 2000 noyaux d'atomes dont seulement 279 sont stables. Sur ce graphique ou diagramme NZ, qui présente l'ensemble des noyaux possibles, on peut repérer les noyaux stables, ils sont représentés ici en noir. On remarque que lorsque Z est inférieur à 20, les noyaux stables se situent sur la bisectrice Z égale à N. C'est-à-dire que lorsque les noyaux sont petits, l'atome est stable s'il possède autant de protons Z que de neutrons N. Lorsque Z est supérieur à 20, on constate que les noyaux stables, donc ici en noir, doivent posséder plus de neutrons que de protons parce qu'ils s'écartent de la bisectrice Z égale à N, mais du côté où N est plus grand que Z. Rappelons qu'une même ligne de ce diagramme, même ligne horizontale sur ce diagramme correspond à une même valeur de Z et donc à un même élément chimique. Les noyaux qui sont radioactifs β-, donc qui sont représentés en bleu, se caractérisent par un excédent de neutrons par rapport à leurs isotopes stables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont situés à droite d'eux, c'est-à-dire du côté où le nombre de neutrons est plus grand. En revanche, les noyaux qui sont radioactifs β+, eux se situent à gauche de leurs isotopes stables, ils ont un excédent de protons. Les noyaux instables très lourds, qui présentent un excès de nucléons, eux sont radioactifs alpha. Ils ont généralement un numéro atomique Z qui va être supérieur à 83. Alors voyons maintenant comment nous allons écrire l'équation de réaction d'une désintégration nucléaire, mais on rappelle qu'au cours d'une désintégration radioactive, un noyau instable ou noyau pair, que l'on va noter X, se transforme spontanément en un autre noyau d'un autre élément chimique que l'on va appeler noyau fils et que l'on va noter Y. Cette désintégration s'accompagne de l'émission d'une particule et d'un rayonnement gamma. En effet, généralement, le noyau fils qui est émis possède un surplus d'énergie, si bien qu'il se désexcite en émettant un rayonnement gamma.
Alors si la particule qui est émise est un électron, que l'on va noter E-1, 0, il s'agira de radioactivité β-. S'il s'agit d'un positron qui est l'antiparticule de l'électron, parce qu'une charge qui est opposée mais une masse qui est la même que celle de l'électron, il s'agira d'une radioactivité β+, et si la particule qui est émise est un noyau d'hélium, hélium 2,4, alors on parlera de radioactivité alpha. Une réaction de désintégration radioactive est modélisée par une équation qui respecte la conservation du nombre de charges Z et du nombre de masses A. On voit bien que le nombre de charges, ici Z au début, se conserve, parce que si on fait Z plus 1 moins 1 du côté des produits, on retrouve bien Z. Et même chose aussi pour le nombre de masses, on en a A au début, on en a A plus 0, donc on en a bien également A. On peut le vérifier sur l'autre équation de radioactivité β+, Z-1 plus 1 fait bien Z, et A plus 0 donne bien A. Et même chose aussi pour la dernière équation, A-4 plus 4 redonne bien A, tout comme Z-2 plus 2 redonne bien Z. Il faut noter que ces trois types de rayonnement, alpha, bêta et gamma, peuvent être dangereux, et donc il faut s'en protéger. Pour stopper le rayonnement alpha, qui correspond à des particules relativement grosses, puisqu'on rappelle qu'il s'agit d'un noyau d'hélium, on peut utiliser une feuille de papier. En revanche, pour les rayonnements bêta, qui correspondent à des particules plus petites, électrons ou positrons, le papier ne suffit plus, mais il faut utiliser une plaque d'aluminium. Enfin, pour les neutrons, mais également pour le rayonnement gamma, il faut utiliser une plaque de plomb pour les stopper.